hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Jean-François Billetter. Jean-François Billetter, vous êtes philosophe, vous êtes sinologue, vous êtes calligraphe. Bref, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et je crois que l'expérience de la calligraphie a été fondamentale pour essayer de découvrir votre propre philosophie. Alors, avant d'entrer dans le descriptif de vos ouvrages, je voulais savoir combien avons-nous de corps ? Selon vous? Dans un petit livre qui s'appelle « Un paradigme », j'ai proposé une définition du corps qui est ouverte, qui comporte une dimension d'inconnu, et donc la question du nombre ne se pose pas. Parce qu'il est illimité. Oui. Parce qu'il comporte un fond dont surgissent des choses qui nous surprennent. Parfois, elles surgissent au prix d'un effort que nous devons fournir. Et l'idée que nous avons plusieurs corps m'est étrangère. Nous n'en avons qu'un seul, mais de celui-là, nous ne prenons pas assez garde et nous ne faisons pas assez attention à ce qu'il est capable de faire. Oui, et vous avez parlé de la calligraphie. Alors, je ne suis pas calligraphe, certainement pas, mais enfin, je maîtrise la technique du pinceau, puis j'ai étudié la calligraphie. Et lorsque j'ai fait l'apprentissage nécessaire, j'étais déjà un adulte et attentif, non pas seulement aux effets que je voulais produire, mais à l'apprentissage lui-même. Et ça a été l'occasion de découvrir à quel point la mise au point d'un geste est quelque chose de fondamental. Et ça a été un point de départ ensuite d'autres réflexions. La mise au point du geste étant un processus d'intégration, c'est ainsi que je l'appelle. Et la réflexion sur les processus d'intégration qui ont lieu au sein de ce que j'appelle le corps, soit spontanément, soit au prix d'un effort, a été ensuite un espèce de sésame, c'est-à-dire que ça a ouvert d'autres voies à la réflexion. Donc au départ, vous vous destiniez à la philosophie classique. À vrai dire, non. Lorsque j'ai fait les études de lettres, j'étais tout à fait hostile à la philosophie. Je ne voulais pas en entendre parler et j'y suis venu tout naturellement en réfléchissant à des problèmes qui se sont posés à propos de la calligraphie, à propos de la langue chinoise, à propos de l'enseignement du chinois que j'ai beaucoup pratiqué. Et au fond, je suis venu à la philosophie en voyant apparaître peu à peu dans ma pratique des problèmes qui exigeaient une réflexion. Et vous dites que je suis philosophe, c'est me faire beaucoup d'honneur. On dit que vous êtes le fondateur du taoïsme philosophique. Oh, je n'ai jamais entendu parler de cette formule-là, et elle m'étonne énormément. Parce que vous êtes modeste. Non. Et que vous ne voulez pas être un maître. Ah, ça, mais certains de vos livres, on peut les lire comme des sortes d'expériences personnelles qui vont peut-être modifier notre comportement. C'est-à-dire j'ai moi-même tiré des leçons de mon expérience, de mes apprentissages, et j'ai tenté de communiquer l'essentiel à d'autres dans mes publications, ce qui fait que d'autres, évidemment, peuvent en profiter. Mais disons, la dimension philosophique, elle est venue peu à peu du fait de l'effort que j'ai dû faire pour formuler les choses. Mais évidemment qu'à mesure que je les formulais, je me suis intéressé à d'autres penseurs, et donc je ne suis pas tout à fait innocent. J'ai fini par connaître un peu la philosophie. Comment est venu votre amour de la sinologie ? J'ai fait des lettres à Genève, des lettres donc de littérature française, allemande, italienne. Ensuite, je ne savais pas trop que faire. Je me suis intéressé à toutes sortes de choses. J'ai prospecté, puis le chinois s'est imposé à un moment donné. Et j'ai eu l'occasion de partir pour la Chine. J'y ai fait des études à Pékin de 63 à 66. Ce qui m'a évidemment beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, ma vie a pris un cours déterminé. Je suis sorti de l'improvisation et du tout à la fois pour me vouer à une seule chose. Et de ces années de Pékin, dans les années 60, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir tellement d'étudiants occidentaux là-bas. Qu'avez-vous retenu ? Et est-ce qu'à ce moment-là, votre existence
a basculé et vous êtes dit, ça sera mon domaine d'études. Mais voilà. Ça s'est présenté comme cela. Puis ensuite, il faut dire aussi qu'ensuite, j'ai eu l'extrême chance, parce que c'était un pari risqué, mais j'ai eu ensuite l'extrême chance, plus tard, de trouver du travail, de pouvoir enseigner. Et donc l'aventure a continué. Elle aurait pu tourner court. Et quant au nombre d'étudiants, alors les étudiants étrangers, j'ai surtout eu des amis français que je m'étais fait à Paris en commençant le chinois au Langzhou. Ils sont arrivés une année après moi à Pékin. Alors nous avons pris tous nos repas pendant 2 ans dans la même cantine. Je me suis fait tout un cercle d'amis parisiens sinologues, ce qui fait que je me sens chez moi ici. Et comment est venue l'idée de rentrer dans l'initiation de la calligraphie? Et la calligraphie, c'est pas simplement un apprentissage pour maîtriser une connaissance, mais c'est aussi de bien autre chose dont il s'agit. Et je crois que ça a été déterminant dans votre itinéraire ensuite de producteur de concepts philosophiques, Jean-François Billetter. Déterminant, c'est peut-être trop dire, c'est un aspect important. Je dirais que quand on apprend le chinois, on apprend à écrire le chinois, on apprend les caractères. Et comme j'avais du goût pour les formes, j'aimais beaucoup dessiner. Et j'ai au fond transféré mon goût du dessin dans l'apprentissage des caractères en soignant beaucoup la forme. Et ça implique une posture du corps. Alors, à partir du moment où vous écrivez au pinceau, oui. Mais vous pouvez très bien apprendre à écrire et à bien écrire avec n'importe quel autre instrument. Et je veux dire que pendant mes études à Pékin, pendant 3 ans, j'ai désespérément essayé de trouver quelqu'un qui m'enseigne la technique du pinceau. Et je n'ai pas trouvé. C'est plus tard, en poursuivant mes études au Japon, que j'ai enfin rencontré un Chinois qui était expert en la matière et qui m'a montré la chose. Parce qu'il faut savoir que le pinceau chinois n'est pas un pinceau comme les nôtres. Il est construit différemment, il s'utilise tout à fait différemment. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas de mystère, mais enfin, il y a une technique. C'est comme, je dirais, c'est comme l'archet d'un violon, il faut qu'on vous montre comment on s'en sert. Et une fois qu'on a compris, on développe ensuite sa capacité. Mais il y a au départ une initiation technique dont il ne faut pas faire un mystère du tout, mais qui est nécessaire. Qui prend combien de temps ? C'est quelques heures. Je veux dire, le principe, c'est quelques heures. Ensuite, mais après, la maîtrise. Oui, alors ensuite, l'exercice, c'est autre chose. Alors l'exercice, ça peut être, chez les calligraphes, donc il faut bien distinguer l'apprentissage de la technique du pinceau et puis la calligraphie proprement dite, qui est une pratique, qui est un art. Et alors, le fait que vous maniez le pinceau ne signifie pas encore que vous fassiez la calligraphie. Du tout, il faut bien séparer les choses. Et je ne prétends pas du tout être calligraphe, c'est-à-dire que je n'ai pas atteint un niveau qui permette de m'exprimer moi-même par ce moyen-là. Comme on peut comparer ça avec un interprète qui joue de la musique, il y a un moment où l'interprétation musicale devient un moyen d'expression, où toute la sensibilité de l'interprète passe dans l'interprétation, dans le respect de la partition, bien sûr. Et la pratique du calligraphe ressemble beaucoup à cela. Cela, je ne l'ai jamais atteint, mais je crois assez bien comprendre en quoi cela consiste. Et à quel moment s'opère la décision, dans l'acte même de calligraphier, de prendre la main qui possède le pinceau vers le papier ? Mais il y a d'abord une envie d'écrire. Et puis écrire au pinceau, c'est une discipline, mais une fois qu'on l'a intégrée, elle procure un très très grand plaisir. Il y a une concentration exactement comme les musiciens qui jouent de la musique. C'est un moment où l'on fait quelque chose de très intense, qui engage toute la personne et qui fait qu'on oublie le monde environnant, mais qui est en même temps un accès à la culture, qui est un moyen extraordinaire de connaissance de ce que les calligraphes ont fait dans le passé, de qui ils ont été. Tout ça joue un rôle. Il y a tout un savoir qui s'y ajoute et qui est une connaissance de l'histoire, au fond. Mais c'est comme pour la musique. Et une connaissance peut-être de nous-mêmes. Alors, bien sûr, oui. Bien sûr, parce qu'à mesure qu'on progresse, on découvre en soi des ressources, et c'est un acquis. Mais justement, à lire vos ouvrages, Jean-François Billetter, on a l'impression qu'on est encombré d'acquis et qu'il faut désencombrer un peu tous les clichés qu'on nous ressasse sur nous-mêmes, sur notre propre perception corporelle, sur le rapport au monde, sur l'attention, sur la concentration, sur l'infinité de nos capacités, de nos possibilités. Comment est venu tout ce chemin ? Écoutez, ce chemin est venu en faisant le chemin, tout simplement. Par exemple, vous parlez de désapprendre.
Eh bien, lorsque j'enseignais le chinois à la faculté des lettres de Genève et qu'il s'agissait d'initier les étudiants à l'écriture chinoise, je leur disais toujours, vous êtes de jeunes adultes, vous avez l'habitude d'écrire, eh bien, attendez-vous à faire quelque chose de tout à fait nouveau. Votre habitude d'écrire ne va vous servir à rien pour commencer à écrire le chinois parce que le geste est tout à fait différent. Et donc là, il fallait désapprendre. Et lorsque les gens commencent à étudier le chinois sans être prévenus sur ce point, ils s'imaginent qu'ils vont écrire tout de suite le chinois à la même vitesse et selon les mêmes habitudes de la main, et ils échouent nécessairement. Alors, même chose pour la prononciation du chinois et même chose pour tant d'autres choses. Et je dirais, lorsque nous étudions la pensée chinoise, là aussi, il y a deux chantiers liés l'un à l'autre. D'une part, découvrir ce que dit un penseur chinois, mais en même temps, se rendre compte des obstacles qu'on porte en soi et qui nous empêchent de le comprendre. Et je dirais que les deux tâches sont également importantes et également intéressantes aussi. Nous allons écouter la voix de Simon Lès. Simon Lès qui, hélas, a disparu l'été dernier. Simon Lès qui raconte sa découverte de la Chine et le point de départ de ses études chinoises en 1955, lorsqu'il avait 19 ans. C'est une archive des après-midi de France Culture du 10 janvier 1977. Le point de départ de mes études chinoises, c'était en 1955. J'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'université, je m'occupais nullement de la Chine, je ne savais rien de la Chine, mais je m'occupais d'un journal d'étudiants. Et à ce moment-là, j'ai eu une invitation pour aller en Chine, donc comme membre d'une délégation de la jeunesse et à titre de rédacteur de ce journal d'étudiants. Et j'étais absolument pas prêt à faire ce voyage en Chine. Oui, j'ai lu en hâte quelques bouquins juste avant de partir. Et alors pendant un mois, donc, nous nous sommes promenés en Chine, 10 jeunes types en 55. C'était une très belle époque d'ailleurs, 55, c'était une époque encore où il y avait un immense enthousiasme, il y avait une ferveur, une jeunesse, un sentiment de dynamisme créateur en Chine. Et alors pour moi, ça a été un choc absolument bouleversant, ce voyage. Je m'en souviens comme on se souvient d'un film qu'on a vu. C'est une succession d'images très belles, fascinantes, touchantes, exaltantes. Mais ce sont des images à deux dimensions. C'est pas en relief. Justement parce que je faisais ce voyage comme un sourd-muet, je ne savais pas parler la langue et j'avais un tel sentiment de frustration à ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. J'avais le sentiment qu'il y avait là un tel foisonnement humain, une telle richesse de choses à découvrir, à connaître, à comprendre, mais que tant que je ne comprendrai pas la langue, je ne passerai pas de l'autre côté, je n'entrerai pas à l'intérieur. Et cette frustration intense au cours d'un mois, jointe à un très grand sentiment d'enthousiasme et d'intérêt et de passion, m'a déterminé donc à apprendre le chinois. Et je ne l'ai certainement jamais regretté depuis. Nous venons d'entendre la voix de Simon Lès. Est-ce qu'il y a une communauté des sinologues, selon vous, Jean-François Billetter? Est-ce que le fait d'apprendre le chinois quand on est un occidental vous emmène dans des chemins très différents des autres? J'ai l'impression que oui. Oui, d'abord, ça me touche beaucoup d'entendre la voix de Simon Lès, de Pierre Rickmans, que j'ai bien connu. Et pour répondre à votre question, plus les années passent, plus je me rends compte que parmi les sinologues, ceux qui ont le plus grand mérite, qui ont véritablement produit des choses importantes, chacun, au fond, s'est formé sa Chine à soi. Et que souvent, entre eux, ils ne forment pas une famille, comme vous dites, mais au contraire, je dirais une communauté d'individus fort différents les uns des autres, d'individus fort différents du point de vue intellectuel. Et du point de vue, au fond, de ce qu'ils ont choisi d'étudier en Chine, parce que le domaine est immense, et on ne fait jamais qu'une petite partie du travail, et on l'a fait selon des choix que l'on prend. Et chez moi, c'est tout à fait clair. Il y a les objets que l'on choisit d'étudier et souvent qui entraînent une grande solitude parce que dans le monde sinologique, il n'y en a pas d'autres qui étudient le même sujet. Donc, quand vous étudiez Chuang Tzu, vous êtes tout seul à le faire. Qu'est-ce qui vous détermine à l'époque? Parce que c'est un lettré qu'on connaît très peu. Vous avez prononcé des conférences au Collège de France, puis vous avez fait un ouvrage qui est disponible aux éditions Alia, qui s'appelle « Leçons sur Chuang Tzu ». Oui, ce sont les leçons que j'ai données au Collège de France. Alors, quelle a été votre impulsion de départ? Alors, Chuang Tzu est un très grand philosophe. C'est aussi quelqu'un qu'on admire beaucoup pour son écriture, pour son imagination. Et quiconque étudie la Chine un peu sérieusement connaît Chuang Tzu.
Mais il est tellement connu et il impressionne tant que très peu de gens ont osé s'y attaquer. Et à un moment donné, je me suis dit, j'y vais, pourquoi reculer? Mais c'est aussi parce que j'avais eu l'occasion de faire des traductions. Un ami philosophe me demandait d'étudier Zhuangzi avec lui. Cela m'intéressait parce qu'il était philosophe. Je me suis mis à traduire et au fond, quelque chose s'est mis en branle qui m'a ensuite mené loin. C'est-à-dire que j'y ai consacré beaucoup de temps et c'est devenu quelque chose d'important pour moi. Alors il y a les leçons sur Zhuangzi, comme vous dites, il y a les études sur Zhuangzi et j'ai d'autres travaux encore en chantier. Je n'en ai pas encore fini avec ce philosophe qui est extraordinaire. Alors je considère que de tous les philosophes chinois que je connais, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant pour nous. Il n'est pas central en Chine. Il est une espèce de bloc erratique. Par contre, il révèle des choses. Il a une façon d'observer ce que nous faisons, ce qui se passe, comment les choses se passent en nous, dans notre rapport à la réalité, y compris les difficultés, les apories, les paradoxes, qui sont des phénomènes humains parfaitement universels. Alors il les explique, il les exprime évidemment dans un langage qui est très étonnant, déconcertant pour nous, mais la tâche que je me suis fixée, c'était de montrer justement que par ces moyens qui nous déconcertent, en fait, il fait des observations qui sont du plus haut intérêt pour nous aujourd'hui, maintenant. Par exemple, les processus d'apprentissage, à quoi je consacre la première des leçons. Le fait qu'au début de l'apprentissage, nous soyons désemparés et que peu à peu, nous nous concentrions sur les points difficiles, qu'à un moment donné, quelque chose s'enclenche et nous porte, et que ce qui a coûté beaucoup d'efforts au début devient naturel, voire inconscient. Voilà un processus qui est très très bien décrit chez lui, et il est intéressant de le voir si extraordinairement bien résumé par lui. D'ailleurs, Lichtenberg, un penseur allemand auquel je me suis intéressé, sur lequel vous avez publié un ouvrage. Voilà, je le cite dans les leçons sur Zhuangzi, et je le cite à propos, à mon avis, parce que Lichtenberg a une forme d'attention à tout ce que nous Donc entre faisons. l'Antiquité chinoise et Lichtenberg, oui. Il y a à la fois une opposition de civilisation, il y a une communion d'esprit, des siècles qui les séparent, et pourtant, il y a un même chemin intérieur. Intérieur, oui, il y a une communion d'esprit, il y a une forme de curiosité, un sens de l'observation, et puis un art de dire les choses qui les rapproche. Et donc, ce rapprochement, je l'ai fait depuis longtemps, et puis récemment, un peu pour me divertir, mais aussi parce que Lichtenberg a été mal introduit en France, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de bien en le traduisant à ma façon, d'où le petit livre qui a paru récemment, et qui n'est pas qui est dans la logique de ce que j'ai fait. Alors, dans la logique de ce que vous faites depuis longtemps, Jean-François Billetter, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée d'une absence de frontalité ? À la fois pour aborder des problèmes, à la fois pour essayer de comprendre le rapport au monde. On a l'impression que chez ces deux penseurs que vous étudiez depuis si longtemps, Lichtenberg et Zhuangzi, oui. Il y a toujours le détour, le temps, la nécessité du temps, pour la suspension. Oui, vous dites le détour, pour moi c'est le contraire. La voie que j'emprunte le plus volontiers, c'est au fond de m'écarter des mots, d'oublier les mots par lesquels nous désignons les choses et de les réobserver d'un œil neuf, si je puis dire. Et pour moi, ça n'est pas un détour, c'est au contraire l'accès le plus direct. Et ensuite se pose la question, d'une part, de savoir comment Zhuangzi a exprimé ces choses-là, comment moi-même je pourrais les exprimer de façon intéressante et utile aujourd'hui. C'est un peu l'essai que j'ai fait dans un paradigme où je me suis dégagé de l'étude du Zhuangzi pour dire un peu les mêmes choses, mais dans mon langage à moi. Le temps, vous dites, le temps, oui, le temps, je dirais que le temps, c'est surtout la patience. C'est-à-dire que ces travaux-là demandent de la patience. On ne peut pas les forcer. Déjà, l'attention, l'observation sont des choses qui demandent, qu'on ne peut pas forcer. Et je dirais, il faut avoir le goût un peu de mettre hors jeu le langage et de se remettre à observer pour ensuite dire les choses, le langage n'intervenant qu'après. Et cette manière de faire exige de la patience, mais c'est aussi un grand plaisir.
Mais la patience, dans notre monde moderne, c'est pas une vertu qui est, hélas, beaucoup revendiquée. Alors, je vais vous dire à cela que j'ai quitté l'enseignement à l'âge de 60 ans pour me mettre au travail, car tant que j'enseignais, j'étais bousculé, accablé de tâches diverses en trop grand nombre toujours. Et cette patience, cette liberté d'esprit, elle est devenue centrale dans ma vie du moment que j'ai quitté l'université. Ce que j'ai fait depuis lors, je n'aurais jamais pu le faire tant que j'étais dans l'institution. Pourquoi ? Parce que vous choisissez votre temporalité. Parce que je prends le temps. D'abord, prendre le temps, c'est pas simplement prendre le temps avec vous. Quand on lit vos bouquins, on sent que c'est tout un exercice. D'abord, de porter attention à soi-même, ce qu'on fait quand même très très peu dans nos existences. Oui. Alors, et d'essayer de savoir ce qu'on fait. Comment on fait coïncidence. Oui, mais je pourrais peut-être introduire une nouvelle considération. C'est que quand on a consacré sa vie, enfin 50 ans quand même, à étudier la Chine et à la faire étudier par les autres, on est devenu quand même un animal un peu particulier, je dirais un animal amphibie. C'est-à-dire que je me déplace avec la même aisance en chinois et dans le monde chinois, et en français ou dans nos langues. Et lorsque l'on s'est ainsi détaché des langues parce qu'on en pratique plusieurs, et qu'au fond on est entré dans la pensée que contiennent plusieurs langues, cela crée un détachement et peut-être une forme d'attention plus grande aux fonctions de la langue, à la façon dont les langues programment notre pensée. Et je dirais qu'une longue étude de la Chine, de ce point de vue-là, est un considérable exercice d'assouplissement intellectuel. Et l'un des résultats, peut-être, c'est au lecteur de juger, c'est que lorsqu'ensuite je fais état de ma propre expérience ou des observations que j'ai faites ou que d'autres font, j'adopte un langage que je n'ai pas emprunté ailleurs. Je n'emprunte pas le langage de tel ou tel penseur à la mode ou de tel penseur ancien. Je m'efforce de dire les choses avec des mots que je trouve moi-même. Alors là aussi, il faut beaucoup de patience. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est sans cesse bousculé et soumis au stress. Alors, vous parlez beaucoup de la langue, du détachement de la langue pour pouvoir construire sa propre langue. Vous citez Klemperer, qui est un homme très important. Vous citez aussi dans un paradigme un théologien très peu connu en France qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Oui. Et on sent bien, Jean-François Billetter, que vous êtes empreint de toute une tradition philosophique occidentale, mais aussi chinoise, mais qu'en même temps, vous allez butiner vers les surréalistes, la poésie, etc. Donc, comment arrivez-vous à faire votre propre chemin votre propre chemin philosophique par rapport à cet encyclopédisme que vous possédez? Mais ça, je le dis, je réponds à cette question dans un paradigme. C'est que j'ai passé, je dis là, que j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer les idées des autres. Et que les idées des autres, il y en a tant, et il y en a tant qui me plaisent, et que finalement, cela a créé la confusion et la perplexité. Et qu'à un moment donné, pour sortir de cette perplexité, je me suis dit, cessons de chercher ailleurs et voyons ce que je puis dire moi-même de ma propre expérience. Ça a été une espèce de conversion. Et donc, je crois pouvoir dire que ce que j'ai fait de meilleur est la conséquence de cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas exploré beaucoup de choses, mais je n'en fais plus état. Enfin, j'en fais état parfois un peu, quand c'est utile, mais disons que quand j'écris, par exemple, le paradigme que vous tenez entre vos mains, j'ai tout à fait renoncé à faire la part des choses à tout moment, c'est-à-dire à me distinguer d'autres penseurs. J'aurais pu faire de longs commentaires en disant, quand je dis ceci, je me distingue de tel autre qui a dit autre chose, ou bien j'utilise un mot dans un sens qui n'est pas celui de tel et tel. Là, j'aurais pu faire un gros volume. J'ai entièrement laissé ça de côté. C'est-à-dire que quand on vous lit, on participe de votre expérience, qui est une expérience à la fois sensible et intellectuelle, du même mouvement d'ailleurs, mais vous ne vous souciez pas de d'énonciation ou de corpus idéologique. Par exemple, page 98 de Un paradigme, voici ce que vous écrivez, Jean-François Billetter. Lorsque je suspends le cours de mes occupations quotidiennes et que je tourne mon attention vers ce qui se passe en moi,
Elle agit sur mon activité. Elle l'isole, la protège et lui permet de mieux s'organiser ou de se réorganiser. Elle l'invite à progresser dans la voie de l'intégration. Mon attention favorise l'essor des processus d'intégration qui attendaient le moment de se développer et d'aller à leur terme. C'est ce qui se produit au café lorsque surgissent mes idées. Ben oui. Encore faut-il avoir la possibilité de penser, cette absence de pensée qui nous guide vers une sorte de continuité d'action successive. Oui, je suis un grand lecteur des cahiers de Lichtenberg, je suis aussi un grand lecteur des cahiers de Paul Valéry, et Paul Valéry fait exactement ça. Il se lève à 4 heures du matin pour avoir des heures de liberté. Et il disait, de 4 à 6, j'ai été intelligent, donc je puis me permettre d'être idiot pendant le reste de la journée. Et c'est un peu ce que je pratiquais. C'est-à-dire qu'il y a des moments de liberté où il faut ne rien penser et laisser les pensées venir. Et ensuite, si on trouve qu'elles présentent de l'intérêt, de les noter. D'ailleurs, les noter, ça sert aussi à les reprendre ensuite, à créer une continuité dans le temps. Et cela, c'est quelque chose dont je ne voudrais pas être privé, tout simplement. C'est un plaisir. Enfin, je ne sais pas si d'autres ont les mêmes dispositions, mais en ce qui me concerne, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Est-ce qu'on a tout à l'intérieur de nous ? Ben bien sûr, enfin, à l'intérieur... Parce que quand on vous lit, on se dit, après tout, on se prend pour moins qu'on est. Nous sommes en relation avec les autres et en relation avec le monde, bien sûr. Et donc, par exemple, je raconte dans le paradigme ce que je fais quand je m'installe à une terrasse de café et que je me mets à regarder. Ou quand vous arrivez dans une ville. Oui, toutes sortes de choses comme ça. Et ça, ce sont des choses que tout le monde fait plus ou moins, en réalité. Mais qu'on n'ose pas faire. Alors vous l'écrivez. Alors oui, voilà, c'est peut-être simplement l'effet de l'attention que j'ai porté à ces phénomènes communs, finalement, qui ont servi peut-être à les mettre en valeur et à rendre d'autres attentifs à cette possibilité, à toutes ces possibilités que nous avons tous. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Il n'y a aucun mystère. Et cependant, il y a des choses... C'est la dimension d'inconnu du corps dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui surgissent en nous et nous ne savons pas comment elles surgissent. Ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, je cite un exemple tout simple. Quand vous cherchez un mot, vous arrêtez. Et que faites-vous ? Et quand le mot vient, comment avez-vous fait ? D'où est-il venu ? Comment cela s'est-il passé ? Vous n'en savez rien. C'est ça que j'appelle la dimension inconnue du corps, ou la dimension d'inconnu du corps. Et je crois qu'il est intéressant d'admettre cette idée et d'en jouer, par exemple, quand vous laissez venir un mot qui vous manque momentanément. Je lis d'ailleurs ça à l'expérience de l'hypnose, qui est un mot extrêmement fâcheux, parce qu'il désigne principalement des phénomènes qui sont absolument naturels et permanents. Et donc là aussi, faire la liaison, c'est intéressant. Alors, vous parlez d'hypnose, vous revendiquez cette méthode qui a été adoptée assez tardivement par un monsieur remarquable qui s'appelle François Roustan. Nous allons l'écouter parler de sa venue à l'hypnose. C'était une archive du 9 janvier 2012. Je suis venu à l'hypnose d'abord parce que j'ai découvert le transfert, et la dimension certainement hypnotique du transfert, dont on ne sort pas facilement. Et puis ensuite, dans la cure même, j'ai écrit un article qui est apparu dans la nouvelle revue de psychanalyse, intitulé « Suggestions au long cours ». Et c'est à ce moment-là, après avoir écrit cet article, que Chertok est venu me voir pour me dire « mais maintenant vous êtes un allié ». Et puis, peu à peu, je me suis initié, pas avec Chertok, avec une Américaine qui était en France à ce moment-là, et qui s'était initiée à Milton Erickson, une grande figure qui m'a marqué profondément, et ensuite aux États-Unis, où j'ai rendu visite à plusieurs reprises à des thérapeutes ou à des médecins qui avaient été formés par Milton Erickson. Nous venons d'entendre François Roustan, donc qui définissait sa nécessité maintenant de faire de la psychanalyse en passant par l'hypnose. L'hypnose, on le sait, a été une méthode adoptée par Sigmund Freud et qui effectivement aujourd'hui a plutôt mauvaise réputation, alors qu'elle permet peut-être de retrouver des comportements très profonds à l'intérieur de nous. Jean-François Billetter. Oui, j'introduirai un correctif. On ne peut pas dire que Roustan ait fait
de la psychanalyse en passant par l'hypnose, mais au contraire qu'il a rejeté la psychanalyse. Il a d'abord fait la psychanalyse et ensuite de l'hypnose, et qui impliquait un rejet de la psychanalyse tout à fait conscient. Ensuite, l'hypnose m'a intéressé à mon tour. D'ailleurs, je dois la découverte à François Roustan. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est que j'ai découvert chez Zhuangzi des dialogues qui avait une forte ressemblance avec les dialogues thérapeutiques de Milton Erickson, que Roustan vient de citer. Vous savez qu'Erickson a toujours refusé de faire de la théorie, et quand on lui demandait ce qu'il faisait ou en quoi consistait l'hypnose selon lui, il racontait des anecdotes, ou il racontait des dialogues qu'il a eus avec des malades. C'était sa façon de transmettre ce qu'il avait à transmettre. Et la ressemblance entre certains dialogues d'Erickson et certains dialogues du Zhuangzi était telle que cela m'a mis sur une piste, et sur une double piste. Ça m'a permis de comprendre et d'interpréter ces dialogues. On trouve ça dans les études sur Zhuangzi, mais inversement, de me convaincre, une fois pour toutes, que l'hypnose est un phénomène universel qui fait partie du fonctionnement normal du sujet humain. Et alors, je regrette depuis lors beaucoup que les gens qui s'intéressent à l'hypnose considèrent ça comme une technique thérapeutique, et en parlent dans un jargon qui en général est extrêmement obscur pour le non-initié et inutilement compliqué. Et donc, lorsque j'ai eu l'occasion, j'ai toujours parlé en faveur d'une compréhension nouvelle de l'hypnose comme une voie d'accès à quelque chose qui fait partie du sujet humain. Et donc, je trouve que l'hypnose, au fond, a un intérêt philosophique très très considérable. Et c'est ce que j'ai, à l'occasion, essayé d'exprimer. Parce que ça fait taire toutes nos défenses? Non, on ne peut pas dire ça. Par exemple, je reprends l'exemple de ce que vous faites quand vous cherchez un mot. D'abord, vous vous arrêtez. En général, vous vous arrêtez de bouger. Votre visage perd toute expression. Et vous faites quelque chose dont vous ne savez rien. Et à un moment donné, le mot surgit. Vous le cueillez et vous reprenez le fil de la conversation. Eh bien, ce que vous avez fait de façon tout à fait naturelle et sans savoir contient au fond tout le principe de l'hypnose. L'hypnose sous toutes ses formes n'est pas autre chose que ce que vous venez de faire, c'est-à-dire faire appel à quoi? Alors là, j'ai introduit une notion nouvelle. Faire appel à quoi? Je dis, moi, faire appel au corps, mais le corps étant redéfini comme l'ensemble de notre activité consciente et inconsciente. Mais donc, l'hypnose nécessite d'être deux. Non, est-ce qu'on peut pratiquer l'auto-hypnose? Mais bien sûr. Lorsque quelqu'un souffre psychiquement, gravement, qu'il est angoissé, il a besoin de quelqu'un qui l'accueille, qui le tranquillise d'abord et qui lui inspire confiance et qui ensuite le guide. Ça, c'est la situation thérapeutique. Mais ce qui se passe n'est pas différent fondamentalement de ce que vous faites quand vous cherchez un mot. Simplement, lorsque vous cherchez un mot, vous n'êtes pas angoissé, vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais le fond de l'affaire elle-même. Et donc j'ai trouvé extraordinairement intéressant de partir de l'hypnose pour me poser des questions de fond sur le fonctionnement du sujet humain, et évidemment que mon intérêt pour la pensée chinoise, là, s'y ajoutait. Parce que lorsqu'on étudie la pensée chinoise, des penseurs chinois, et Zhuangzi en particulier, on sent bien qu'on a affaire à une conception du sujet humain qui est tout à fait différente de la nôtre. Et il m'a semblé à un moment donné que ce que l'on pouvait découvrir par l'hypnose fournissait un accès à la conception du sujet que je trouve chez Zhuangzi. Donc vous voyez que tout est lié. Et j'en reviens à Lichtenberg. Chez Lichtenberg, il y a des intuitions qui vont dans le même sens, qui sont d'un extraordinaire intérêt. Sur le rêve et la veille, sur le sommeil, sur le rôle du sommeil dans notre vie, sur les passages d'une chose à l'autre. Il est extraordinairement curieux et intéressant. Et donc, cela pour vous dire que mes différents intérêts sont tous liés entre eux. Oui, mais on a l'impression, en regardant la succession de vos ouvrages, Jean-François Billetter, que finalement, vous êtes un très grand lettré, un très grand sinologue, un philosophe, mais que petit à petit, vous définissez quand même une sorte de, pas de corpus philosophique, de corpus existentiel peut-être. C'est-à-dire qu'à ma grande... En empruntant peut-être à la phénoménologie? Oui, je m'y suis beaucoup intéressé. D'abord, grand sinologue, ça c'est quelque chose que les autres peuvent dire s'ils estiment que cela doit être dit. Ça n'est certainement pas quelque chose que je dirais ni que je penserais. Mais je veux dire que vos connaissances ne vous servent pas à être lettré, mais à être quelqu'un de plus apaisé. Il y a une incorporation de la connaissance chez vous pour devenir
être modifié par la connaissance personnellement. Mais c'est le résultat, ça n'était pas l'intention, c'est le résultat. C'est dans un autre domaine aussi. J'ai passé beaucoup de temps à l'université à enseigner le chinois, tout simplement, la langue, et j'ai toujours aimé m'occuper des cours d'initiation, ce qui ne va pas de soi pour un professeur, parce que j'estimais que c'était à la fois le plus intéressant et le plus important. Et donc, alors là aussi, ça a été un terrain d'expérimentation. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui fait un grand effort de concentration pour exprimer quelque chose en chinois, parce que c'est tout à fait nouveau, c'est une opération tout à fait nouvelle pour lui, il y a une interaction entre lui ou eux et puis vous-même, et ça a été aussi un grand terrain d'expérimentation. Donc tout ça, si vous voulez, ce que je retiens moi, c'est la curiosité, ce sont les tâches concrètes qui mérite beaucoup d'attention, et l'attention qui ensuite mène à des découvertes. C'est comme ça que je vois le fil principal de toute cette expérience. Alors, à mon grand étonnement, des idées dispersées qui sont nées dans un domaine ou dans un autre ont fini par s'associer. Et ça n'était pas prévu, ça a été un étonnement pour moi, mais il s'en est dégagé finalement un motif, un ensemble de choses qui devient de plus en plus cohérentes. Je suis le premier étonné. Et donc, quand vous parlez de corpus, là, de nouveau, c'est un terme qui solidifie beaucoup trop la chose, à mon avis. Mais de la cohérence, oui, absolument. Évidemment, c'est de la cohérence ça finit par être une pensée cohérente qui, évidemment, présente une certaine originalité du fait qu'elle est tellement nourrie d'expériences qui sont hors du champ de la plupart des intellectuels ici. L'expérience de la Chine, du chinois, de l'enseignement, du maniement du pinceau, de l'hypnose, de tant d'autres choses, donnant finalement quelque chose de cohérent, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu et qui peut paraître imprévu à d'autres maintenant. Dans les dernières pages de Un paradigme, vous évoquez la liberté. Comment la définiriez-vous ? Et vous dites qu'elle est nécessaire à la construction de l'être humain. Je dis que la liberté, c'est une abstraction. C'est un substantif abstrait dans lequel qu'on peut interpréter de 1000 façons différentes. Et que ce que j'observe, j'en reviens à l'observation exacte, c'est que lorsque nous agissons, il y a des moments où nous avons un sentiment de liberté. Voilà quelque chose qui est observable. Et alors, quels sont les moments dans lesquels nous avons un sentiment de liberté ? Et je constate que le sentiment de liberté advient lorsque nous faisons quelque chose de nécessaire. Lorsque je dis par exemple une vérité, ou bien lorsque je fais le geste qui convient à tel moment, c'est quelque chose qui est sorti du corps de façon nécessaire, qui résout le problème ou qui répond à la situation. C'est une nécessité qui sort du corps et que j'accueille et que j'accepte, et c'est dans ces moments-là que je me sens libre. Donc cela mène à un paradoxe, c'est que liberté, je précise, sentiment de liberté et action nécessaire coïncident absolument. Mais est-ce que tout s'enracine dans le corps ? Le sentiment de liberté est-il dans notre propre rapport corporel ? Mais là aussi, il faut se méfier des mots. Alors, il faut voir à quel moment, à propos de quoi, vous vous servez du mot liberté. Lorsque vous dites liberté en politique, lorsque vous dites que la pensée politique doit avoir pour principal souci d'assurer non seulement les libertés, mais la liberté, c'est une idée qui est centrale chez Hannah Arendt, par exemple. Vous utilisez le mot dans un certain sens, dans un contexte. Il faut voir exactement dans quel contexte vous situez. Et ne pas vous perdre dans des spéculations sur des mots comme ça, parce que là, vous ne pouvez rien résoudre. D'ailleurs, Valéry dit dans ses cahiers, les philosophes sont des gens qui sont assis et qui font des opérations sur les mots. Voilà le genre de philosophie que je n'aime pas et que lui n'aimait pas non plus. Oui, vous êtes plutôt un homme debout. On a l'impression que vous marchez pour alimenter votre pensée. Ou que vous respirez. Vous faites peut-être du yoga, d'ailleurs. Non. Je ne crois pas. Je marche, oui, j'aime beaucoup la marche. Mais je crois que surtout, je suis attentif à ce que je fais, je dirais. Ce serait plutôt là, ma formule. Et que tout a la même importance. Quand vous préparez un café ou quand vous relisez Lichtenberg, pour vous, l'attention doit être la même. Je dirais que tout est digne d'attention et que tout prend de l'intérêt lorsqu'on y porte de l'attention. Voilà ce que je dirais. Combien parlez-vous de langue ? Et est-ce que cet habitacle de langue vous a permis d'opérer un détachement ? Ah oui,
Ça, c'est sûr. C'est que j'ai eu l'avantage, au fond, d'être bilingue dès le départ, parce que ma langue maternelle est le français, mais je suis né et j'ai grandi et j'ai fait toutes mes écoles à Bâle, donc en dialecte bâlois et en allemand. Et ensuite, s'y est ajouté le chinois, que je parle à peu près comme le français, et puis d'autres langues à des degrés divers. Enfin, je connais différentes autres langues à des degrés divers. Passer d'une langue à l'autre est quelque chose qui m'est familier et qui apporte l'expérience de ce que c'est que se détacher d'une langue. Et d'observer à partir d'une langue ce qui, dans l'autre langue, détermine la pensée. Je vois ça très bien dans mes discussions avec des collègues chinois. Très souvent, j'ai moi-même des idées qui ont pris forme grâce à des mots du français et qu'il est extrêmement difficile de communiquer en chinois parce que justement, je n'ai pas les mots du français. Alors, le chinois offre d'autres possibilités, mais très souvent, de part et d'autre, on a beaucoup de peine à se comprendre. Et parfois, pour se comprendre, il faut revenir à la base, c'est-à-dire comment se constitue le sens d'un mot. Voilà une question tout à fait intéressante et qui se pose vraiment quand on a l'habitude, quand on est devenu un animal amphibie, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se meut dans différents milieux, mais qui sont vraiment différents. Avec vous, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, puisque dans votre philosophie, en tout cas dans vos ouvrages, Jean-François Billetter, il y a à chaque fois effectivement la suspicion autour des mots qu'on utilise. Ah oui. Et à la fin de votre livre Un paradigme, vous expliquez justement que vous donnez un sens nouveau à certains mots. Et voici ce que vous écrivez. J'ai suivi en cela le précepte formulé par Pascal. Les définitions sont très libres et ne sont jamais sujettes à être contredites, car il n'y a rien de plus permis que de donner à une chose qu'on a clairement désignée un nom tel qu'on voudra. Il faut seulement prendre garde qu'on abuse de la liberté qu'on a d'imposer un nom en donnant le même à des choses différentes. Fin de citation. Une fois mes définitions données, je m'y suis tenue rigoureusement. Le lecteur ne manquera pas de s'apercevoir de la difficulté qui en découle. Et effectivement, vous prenez un exemple très concret, c'est comme ça d'ailleurs que se termine cet ouvrage, c'est le mot intégration. Quelquefois, vous aimeriez bien trouver des mots qui vous iraient mieux, au fond. C'est-à-dire que le phénomène que je désigne par le terme d'intégration m'a beaucoup intéressé et me paraît central, mais je déplore que le mot intégration soit si dépourvu de poésie. Je mentionne que j'en ai essayé quelques autres, mais que finalement je me suis rabattu. Voilà, je me suis rabattu sur synthèse. Intégration. Voilà. Et j'ajoute une chose, c'est que le mot intégration est un peu rébarbatif, mais qu'il a au moins l'avantage de ne pas avoir été utilisé beaucoup par d'autres philosophes, ou même pas du tout. Donc il est vierge en un sens. Ce qui est un avantage, puisque je désigne quelque chose qui n'a pas retenu l'attention jusqu'à maintenant, à mon avis. Ou disons, qu'il a retenu, mais pas sur le plan où je le place dans ce petit ouvrage. Que vous reste-t-il à faire ? Oh, beaucoup de choses. Dans le domaine chinois, et puis dans la suite un peu du paradigme qui ne fait plus référence à la Chine. Je ne manque pas de projets. Et vous rêvez en quelle langue ? Ça dépend. Différentes langues peuvent intervenir dans les rêves. La réponse, me semble-t-il, est que différentes langues apparaissent dans les rêves, comme apparaissent différents souvenirs, différentes personnes que j'ai connues. Il n'y a pas de règle. Est-ce que le temps qui nous reste à vivre sera suffisant pour expérimenter tous les nouveaux chemins que vous nous indiquez ? Alors là, je dirais... Parce que le temps, c'est aussi un des thèmes majeurs de votre travail depuis longtemps. Alors là, je réintroduis mon cher ami Lichtenberg, qui, de ce point de vue-là, donne de très très bons conseils sur la façon d'allonger la vie, et qui dit, par exemple, justement, faire attention à ce qu'on fait, ou bien faire les choses tout de suite, etc. Il donne toutes sortes de conseils malicieux, mais extrêmement avisés, et dit que finalement, il y a deux façons de mesurer la vie. L'une, c'est la façon du calendrier, et l'autre, c'est de se demander ce qu'on en a fait. Et je pense que plus on est capable d'attention, plus on en fait. Merci Jean-François Billetter. Je rappelle que tous vos ouvrages sont publiés aux éditions Alia et que les deux derniers s'intitulent « 3 essais sur la traduction » et « Lichtenberg ». Merci à Manuel Couturier, Vincent Lecomte, Corinne Amar, Didier Lagarde, Élodie Royer. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.